Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h, les titres. Road Fluidity, application digitale initiée par l'Association ouest-africaine de commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. L'appropriation du nouvel outil par les points focaux venus de différents pays. Le point dans ce journal. Pour des millions de femmes à travers le monde, le veuvage rime encore avec précarité, discrimination et exclusion. À l'occasion, ce 23 juin de la Journée internationale des veuves, l'Organisation des Nations Unies rend hommage à ces femmes. Et sur le plan international, au Kenya, le pays a suspendu l'ouverture d'un centre de quarantaine construit dans le pays par les États-Unis. À Londres, le chef de l'ONU a appelé les patrons des grandes entreprises d'intelligence artificielle à dire toute la vérité sur le coût climatique de leur centre de données. Et en Russie, le président Vladimir Poutine affirme que l'Europe se prépare ouvertement à la guerre. Le développement économique d'un pays passe-t-il nécessairement par les mêmes étapes qu'ont connues les grandes puissances ? Pas forcément. Grâce aux avancées technologiques et à l'innovation, certains États ont réussi à accélérer leur transformation en contournant bien sûr certaines phases traditionnelles de développement. Ce phénomène, appelé leapfrogging, ou saut technologique, ouvre de nouvelles perspectives pour les pays en quête d'émergence. Le Bénin peut-il s'inspirer de cette approche ? Élément de réponse dans cet élément avec le professeur Théophile Azomaou, économiste béninois de renommée internationale. Le concept de leapfrogging, c'est la capacité pour un État d'accélérer son processus de développement en faisant des sauts. D'accord ? C'est-à-dire qu'on saute des étapes, pour accélérer le développement. Et je donne souvent l'exemple de la roue. On ne va pas réinventer la roue. La roue est déjà inventée. Ce qu'on doit faire, c'est pédaler plus vite. D'accord ? Dans ce sens que les pays développés ont une trajectoire de développement. D'accord ? On ne va pas refaire cette trajectoire-là. On ne va pas refaire tout ce chemin. C'est beaucoup d'années de recherche. Et donc, il faut bénéficier, il faut utiliser à bon escient les technologies qui sont disponibles pour accélérer notre processus de développement. C'est ça le leapfrogging. Et beaucoup de pays ont fait ce saut, par exemple, en matière de mobile money. Ça leur a permis de sauter l'étape des banques classiques pour pouvoir effectuer des transactions bancaires, etc., avec mobile money. Et donc, je pense que le Bénin peut effectuer un saut technologique majeur dans le futur. Et l'exemple ou le secteur qui me semble est très important pour nous, c'est le secteur de l'énergie. C'est fondamental, je pense, parce que c'est un secteur qui traverse toute l'économie. Et quand je dis faire un saut technologique pour moi, c'est par exemple que le Bénin se dote de centrales nucléaires civiles. C'est très important, civiles. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est une technologie qui est maîtrisée, dominée. D'accord ? Il y a beaucoup de pays qui disposent de centrales nucléaires pour produire de l'électricité. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, d'autres pays. D'accord ? Donc cette technologie existe, permet de produire de l'énergie et de vendre ça à bas coût. D'accord ? Et il ne faut pas en avoir peur. Une solution numérique au service du commerce transfrontalier, faciliter la circulation des marchandises et réduire les obstacles le long des corridors commerciaux ouest-africains. C'est l'ambition de Road Fluidity, une application numérique développée par l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. À Cotonou, les points focaux venus de plusieurs pays africains participent à un séminaire de 48 heures consacré à la prise en main de cet outil innovant. Reportage de Koudous Abdoulaye Dedo, Alison Gildas Vito. Le socle de la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux. Ce n'est pas toujours évident. Des camions immobilisés, des marchandises retardées. Sur les corridors ouest-africains, les tracasseries routières continuent de freiner le commerce transfrontalier. Pour inverser la tendance, l'OCTA, l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-pastoraux et halieutiques, mise sur le numérique.
avec l'application Road Fluidity. Et la digitalisation d'aujourd'hui permet une certaine pérennité, une certaine sécurité, une certaine efficacité dans la mise en œuvre opérationnelle. L'application est disponible gratuitement sur Play Store. Le modèle facilite la gestion commerciale. Il soutient le développement des communautés régionales. Une application numérique qui veut rendre les routes plus fluides et le commerce transfrontalier plus accessible aux femmes et aux jeunes. Pour les femmes et les jeunes, ces outils représentent une véritable opportunité. Aux côtés de l'OCTA, AGRA, Sustainably Growing Africa's Food Systems, le partenaire a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes en investissant dans les solutions durables qui sécurisent leur activité. Le projet Road Fluidity favorise les échanges commerciaux. Il crée des opportunités pour les communautés régionales. Aux assises de Cotonou, les points focaux venus de différents pays d'Afrique auront 48 heures pour s'approprier cette solution digitale dont l'avènement sonne comme une révolution dans le commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Chaque année, des millions de veuves à travers le monde continuent de faire face à la précarité, aux discriminations et l'exclusion sociale. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, célébrée ce 23 juin, l'Organisation des Nations Unies rappelle l'urgence de renforcer la protection de leurs droits et de promouvoir leur autonomie. Karamat Agbataou nous en dit davantage dans ce reportage. Le 23 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des veuves. Instituée par les Nations Unies en 2011, cette journée met en lumière une réalité souvent ignorée. Perdre son époux est une épreuve douloureuse. Mais pour des millions de femmes, le deuil est aussi le début d'une vie marquée par les difficultés. Aujourd'hui, plus de 258 millions de veuves vivent à travers le monde. Beaucoup perdent leur héritage ou leurs biens après le décès de leur conjoint. Certaines sont chassées de leur domicile. D'autres vivent dans une grande précarité, sans revenus stables, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Cette année, le thème de la Journée internationale des veuves est « Justice, dignité et pouvoir économique pour les veuves ». Ce thème rappelle l'importance de protéger les droits des veuves à travers le droit à l'héritage, à la propriété et à l'autonomie financière. Les Nations Unies soulignent qu'environ une veuve sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. En cette journée qui leur est dédiée, le message est clair. Mettre fin aux discriminations, protéger les droits des veuves et leur permettre de vivre dans la dignité. Nous passons à un sujet sur l'environnement à présent, invisible mais omniprésent. Les gaz à effet de serre jouent un rôle central dans le réchauffement climatique entre émissions liées aux activités humaines, pollution et dérèglements environnementaux. La nécessité d'agir fait aujourd'hui consensus. Décryptage dans ce reportage. Fumée de véhicules, brûlage des déchets ou encore déforestation. Autant d'activités qui contribuent à l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Invisibles pour la plupart, ces gaz retiennent la chaleur et participent au réchauffement climatique. Quand vous faites de la combustion, il y a de la fumée noire qui sort. Quand on fait la cuisine et quand nos mamans allument les lampes dans les villages là, ce qui sort, la fumée noire, c'est le carbone noir qui n'est pas bon pour notre santé, mais contribue également au réchauffement climatique. Pour de nombreux citoyens, les causes sont connues. Les gaz à effet de serre sont causés par des feux de brousse, la pollution environnementale. Ça agit sur le climat. C'est un phénomène qui dépend de nos habitudes. Il y a surtout les motos. Bon, parfois certaines motos ne sont pas entretenues. Face à cette situation, plusieurs pistes de solutions sont évoquées par les uns et les autres. On peut aussi créer des transports en commun
comme les bus dans la ville, les taxis. Pour les véhicules et à moteur thermique que nous conduisons, si le gouvernement peut subventionner pour que chaque péninsule peut avoir une moto électrique ou bien une voiture électrique là. Le moyen de transport le plus sain, c'est marcher. Vous ne mettez rien. Après la marche, il y a par exemple les bicyclettes. Vous ne mettez rien, vous ne brûlez pas de l'énergie, sauf l'énergie qui a servi à la fabrication. Vous êtes au nombre de 1000, chacun doit aller à sa moto. Alors que, au lieu d'utiliser cela, vous préférez un bus ou bien le train. Donc vous réduisez les émissions. L'appel à une prise de conscience collective résonne plus que jamais, car la protection de l'environnement demeure l'affaire de tous. La qualité des soins santé à présent ne se mesure pas uniquement à l'efficacité médicale. Elle repose également sur la protection des patients et le respect de leurs droits. C'est autour de cette problématique qu'a été lancé mardi au Centre hospitalier international de Calavi un ouvrage consacré aux politiques de santé en Afrique. Son auteur, le docteur Benjamin Kovi Dako, invite à repenser les mécanismes de protection des personnes dans les établissements sanitaires du continent. Reportage de Pedro Minsang-Bewa et Mathieu Debeglo. La performance d'un système de santé ne se mesure pas uniquement à travers les statistiques ou les infrastructures. Elle dépend aussi de sa capacité à garantir la sécurité des patients, le respect de leur dignité et l'équité dans l'accès aux soins. C'est ce que vient marteler Benjamin Kovi Dako dans son ouvrage intitulé « Politique de santé en Afrique et défis de la protection des personnes ». À travers une enquête de terrain, l'ouvrage met en lumière plusieurs défis. Insuffisance des financements, inégalité d'accès aux soins, faiblesse des mécanismes de régulation, pénurie de ressources humaines qualifiées, persistance des évacuations sanitaires coûteuses, circulation de médicaments de qualité douteuse et plus largement, difficulté à garantir une protection effective des personnes dans les parcours de soins. Ce livre est un entrebâillement où se rejoignent vie et mort, joie et tourment. Et pour cause, les hôpitaux sont des lieux de l'avilissement de l'humain et en même temps de son relèvement quand les conditions sont réunies. C'est à juste titre que l'auteur ne s'est pas limité au constat. Le livre propose également des pistes de réflexion. La première piste, c'est le renforcement des mécanismes de protection juridique et juridictionnelle des usagers à travers la mise en place d'un régime juridique plus spécifique, permettant de mieux cerner les méandres de l'activité médicale sous le prisme des exigences croissantes de sécurité et de protection sanitaire des personnes, sans occulter l'introduction progressive du principe de l'obligation de résultat, mais dans un contexte de ressources sanitaires optimales disponibles. Deuxièmement, la mise en place de mécanismes de vigilance sanitaire tels que la pharmacovigilance, la matériovigilance et l'infectiovigilance, qui sont des instruments phares pour l'amélioration de la coordination du contrôle des soins dans tout le système sanitaire en général et dans les formations sanitaires publiques en particulier. Présent à cette cérémonie de lancement en qualité de parrain, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a salué une contribution qui nourrit la réflexion sur l'avenir des systèmes de santé africains. Merci beaucoup. Elles attirent le regard de nombreux visiteurs sans toujours révéler leur véritable message. Les fresques murales de la Faculté des sciences de la santé constituent bien plus qu'un simple décor. À travers elles, l'association 1000% sensibilise à l'importance du don de sang et à la lutte contre la drépanocytose. Découverte avec Génia Lafouda Monsi à Boka et Edmond Humbo. L'objectif de la campagne est de rapprocher le dépistage des populations afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de connaître leur statut. Pour faciliter l'accès au dépistage, des sites spécifiques ont été identifiés pour chaque catégorie de bénéficiaires. Dans le littoral, la Faculté des sciences de la santé est l'un des sites dédiés au programme. Ce mardi matin,
Ils sont nombreux à s'y rendre volontairement pour se faire dépister. Ça me permettra de mieux choisir mon partenaire, de bien vivre. Il est important de connaître son statut parce que dans les relations amoureuses, si cela aboutit éventuellement à une grossesse, il faut savoir si cette grossesse va donner un enfant drépanocytaire ou non. J'ai eu vent du message de l'information à travers un groupe de classe. Je suis venu le faire pour connaître mon statut. Peuvent se faire dépister les nouveau-nés, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Tout au long de cette campagne, le test de la drépanocytose est accessible et gratuit pour tous dans les 12 départements du Bénin. Et c'est une triste nouvelle. Le paysage médiatique béninois est en deuil. Denis Hodonou, journaliste et directeur de publication du journal Tam Tam Express, était un professionnel engagé et figure respectée de la presse nationale. Il laisse derrière lui un héritage important. On dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier à Cotonou. Un vendeur ambulant de balais en a fait la démonstration. Costumes, chemises et cravates constituent sa tenue quotidienne, une marque distinctive qui attire l'attention de sa clientèle. Derrière cette élégance se cache un commerçant déterminé, fier de son activité et convaincu de la qualité de ses produits. Immersion dans son quotidien avec Lénaïk Agbazaou et Gildas Vito. C'est sa posture fétiche à l'aube de chaque journée. Elle constitue pour lui un sérieux argument de vente. Zachary est un commerçant de balais à manches, en fibres végétales. Un vendeur toujours soigneusement vêtu, offrant un spectacle plutôt rare. Chez Zachary, le soin de l'apparence est un culte. Je les porte parce que je n'ai pas d'abord honte de mon métier. C'est l'argent des balais que j'ai utilisé pour payer les costumes, ce qui fait que je porte ça pour donner aussi de la valeur à mon travail. Quand j'ai fait l'étude du marché, j'ai constaté que ceux qui paient mon balai, c'est des gens qui sont souvent aussi en cravate, costume. Donc moi aussi, je cherche de changer mon apparence et m'habiller en conformité avec cette classe de personnes-là. Un style atypique dans l'univers de la débrouillardise. Parfois, quelqu'un peut garer sa voiture et me dit « Toi, tu es fou. Depuis quand on porte cravate pour vendre des balais ?» Moi, je suis focus sur ma vie et je ne regarde personne. Zachary n'est pas un vendeur comme les autres. Détenteur d'un baccalauréat série D et d'une licence en chimie, il ambitionne de poursuivre les études en vue de l'obtention d'un master en chimie pharmaceutique. Son rêve, devenir ingénieur en contrôle et qualité des produits de santé. Son apparence est vraiment capitale dans tous les domaines. Quel que soit le type de travail qu'on fait, il n'est pas beau de se négliger. Zachary fabrique lui-même les balais qu'il commercialise. Des balais d'un type aussi particulier que le vendeur lui-même. On l'utilisait dans des villages pour balayer la chambre la nuit. C'est parce que selon la tradition au Bénin, il est interdit de balayer souvent la nuit avec les autres balais. C'est un balai qui a des vertus de protection contre les attaques mystiques. Seulement, même si on laisse ça dans la chambre, ça repousse les mauvais esprits et ça protège la maison. La matière première, c'est l'herbe de Guinée. Parfois, j'ai des généticiens, ceux qui ont fait la phytothérapie, qui connaissent aussi les vertus de la matière, qui voyagent en Guinée, d'autres en Côte d'Ivoire, même au Togo. J'ai essayé de partenariat avec ces personnes. La plupart de ses anciens camarades ont fait l'option de l'enseignement pour couvrir les dépenses les plus essentielles. Mais Zachary, lui, a choisi une autre voie. Je cause avec mes camarades qui sont déjà professeurs et puis ils me donnent le salaire qu'ils gagnent. Et quand je compare ça par rapport à mon business, je me suis dit non. Et aussi, le début, quand j'avais commencé le niveau où je suis arrivé, je me suis dit ça, ce n'est pas la peine de continuer avec l'enseignement. Sa principale difficulté, l'approvisionnement en matières premières. Parfois, il y a rupture de matière, la matière première. Donc, je demande aux bonnes volontés qui peuvent aussi m'accompagner dans ces business à les faire développer pour que ça ne soit pas forcément limité au Bénin seulement, mais que ça va au-delà de notre pays, le Bénin, pour qu'on sache qu'au moins le Bénin a fait aussi un balai de chambre
qui est au moins bien efficace, qu'on peut utiliser, que ça ne soit pas forcément les balais des Chinois qu'on va toujours utiliser dans notre pays. Le vendeur stylé de balais est un symbole d'adaptation, de quête d'opportunité et de résilience. Zachary croit en ses capacités et rêve grand. Il écrit une histoire dont il annonce une fin glorieuse et inspiratrice pour plusieurs jeunes du continent. Allons à la rencontre d'un autre artiste singulier, des fils, des clous et une patience remarquable. Voilà les principaux outils d'expression d'Amola Boussou. Grâce à la technique du string art, cet artiste plasticien réalise des portraits d'une impressionnante précision. Une démarche artistique originale qui allie créativité, mémoire et transmission. Découverte avec Jacob Tochoedo et Ilvaeus Balogun. Des fils, des clous et beaucoup de patience. Entre les mains de Amola, ces matériaux ordinaires prennent vie et se transforment peu à peu en une œuvre d'art. Jeune artiste plasticien émergent, Amola Boussou explore une technique encore peu courante dans l'univers artistique béninois, le string art. Il y a le string art pour la décoration et il y a le string art pour l'art. J'ai commencé par faire le string art pour la décoration et à un moment j'ai remarqué qu'on achetait mes tableaux juste pour le fait que c'est joli en fait. Donc on ne payait pas vraiment le tableau pour son sens mais beaucoup plus pour son esthétique. Donc j'ai commencé à réfléchir pour pouvoir améliorer ma technique et construire ou réaliser des œuvres qui suscitent d'abord le questionnement et ensuite maintenant l'admiration. Avec lui, les clous prennent des repères et les fils des traits de lumière. Par superposition et densité, il construit progressivement des portraits aux textures complexes, jouant avec les ombres et les contrastes pour faire apparaître des visages et des volumes. Parmi les matériaux, il y a le contreplaqué, il y a la peinture, soit j'utilise la peinture, soit j'utilise du tissu blanc. Et ensuite, il y a les clous, il y a le marteau et le fil. Avant que la toile ne soit disponible, il y a d'abord le modèle photo, l'esquisse que je dessine sur le cadre pour pouvoir placer les clous. Ensuite, j'utilise principalement du fil de couture noire que je passe à travers les clous. Je me base sur une technique de densité. Ça suit une logique très simple. Plus il y a de fils, plus c'est noir, et moins il y a de fils, moins c'est noir. La pose des clous et le passage des fils est le processus le plus long, qui prend environ un mois et demi. Une démarche artistique qui fait de chaque œuvre une histoire. Parmi ses créations, Transmission occupe une place particulière. Une œuvre qui questionne le passage des savoirs, l'héritage et le lien entre les générations. Je suis parti de mon histoire personnelle. Je suis né à Dakar et mes parents sont 100% béninois. Mon père est Bariba, Batonou, et ma mère est Yoruba. Donc, là-bas, on n'a commencé à nous parler que le français. Donc en réalité, l'héritage, c'est déjà quelque chose qui se transmet et c'est une obligation déjà pour les parents de pouvoir transmettre cet héritage-là et également pour les enfants de pouvoir le recevoir pleinement. À travers cette pièce, l'artiste explore la notion de continuité, ce qui est reçu, transformé, puis transmis à son tour. Donc vous allez remarquer que le masque qu'il porte n'est pas le même qu'il présente en main. Donc ça a également un sens parce que l'héritage, en fait, c'est quelque chose qui est propre à chacun de nous, qu'on fait évoluer en fonction de notre environnement. Donc l'héritage que j'ai porté n'est pas forcément exactement le même que mon enfant va porter et il doit pouvoir évoluer avec et se l'approprier. Avec ses fils et ses clous comme matière première et son regard comme boussole, Amola Boussou poursuit son exploration d'un art où le geste répété avec patience finit par donner naissance à un chef-d'œuvre.
Direction l'actualité internationale à présent. Au Kenya, les autorités ont suspendu l'ouverture d'un centre de quarantaine financé par les États-Unis. À Londres, le secrétaire général de l'ONU interpelle les géants de l'intelligence artificielle sur l'impact environnemental de leur centre de données. Les détails avec Rodrigola Bababweto. Le Kenya a suspendu l'ouverture d'un centre de quarantaine construit dans le pays par les États-Unis. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le ministre de la Santé Aden Duale devant la haute cour du Kenya. Le centre, installé sur la base aérienne de Laikipia à environ 200 km au nord de Nairobi, est contesté par de nombreux Kenyans qui craignent notamment de voir arriver dans le pays des personnes contaminées par le virus Ebola à l'origine d'une épidémie de fièvre hémorragique déclarée mi-mai en République démocratique du Congo. À 61 ans, Peter Murrell, l'ex-mari de l'ancienne première ministre écossaise Nicola Sturgeon, est condamné ce mardi à 5 ans et 3 mois de prison pour avoir détourné des fonds du parti indépendantiste écossais SNP lorsqu'il en était le directeur général. Fin mai, il avait plaidé coupable devant la haute cour d'Édimbourg d'avoir détourné plus de 400 000 livres, soit un peu moins de 305 millions de francs CFA pour s'acheter notamment des biens de luxe et 2 voitures. Moscou estime que les États-Unis se sont éloignés de leur rôle de médiateur impartial dans les négociations visant à mettre fin à plus de 4 ans de conflit en Ukraine. Ce mardi au Kremlin, lors d'une rencontre avec des diplômés d'université des forces de l'ordre, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l'Europe se prépare ouvertement à la guerre à travers son vaste programme de réarmement encouragé par Trump. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, les États-Unis se présentent en médiateurs dans les négociations entre Kiev et Moscou. Ces pourparlers qui n'ont jusque-là pas permis d'avancées concrètes sont au point mort depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février. Si l'intelligence artificielle doit contribuer à bâtir un avenir meilleur, elle doit faire preuve d'honnêteté quant à ce qu'elle nous coûte aujourd'hui. Ce sont les mots d'Antonio Guterres ce mardi à l'occasion d'un discours à la London Climate Action Week à Londres. À cette grand-messe annuelle dans la capitale britannique, le chef de l'ONU a appelé les grands patrons du secteur de l'IA à dire toute la vérité sur le coût écologique des centres de données, tout en blâmant les énergies fossiles, l'origine destructrice derrière les crises énergétiques et climatiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À la suite de ce journal, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match Angleterre-Ghana à 21h. À 23h30, retrouvez votre édition du soir du journal. À minuit, rediffusion de la matinale de ce jour, Bonjour le Bénin. Et à partir de 2h du matin, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.